Non, mais non, je vais me mettre derrière. Hop, je vais peut-être me mettre juste entre vous là juste pour un petit mot introductif. Et bonjour à tous. Merci d'être présent ici. Donc moi, je suis Franck Vonenep, président du Cercle Asclepios, qui co-organise cet événement avec le groupe SOS, que je remercie énormément pour toute l'organisation, et merci aux équipes de l'hôpital. Je remercie vraiment, et je vais laisser Clément ensuite présenter les intervenants, mais je vous remercie vraiment tous d'être présents. Merci à monsieur le président du conseil départemental, à madame la directrice générale de l'ARS, merci à docteur pour représenter la commune, merci pour président de la CME, directrice de l'hôpital, et puis merci à Mathias Jardel qui nous présentera des expériences extrêmement intéressantes de lutte contre les déserts médicaux. En deux mots, je vais être extrêmement rapide. Le Cercle Asclepios, c'est une fondation abritée par la fondation FAS, Fondation Agir contre l'exclusion, créée l'année dernière avec pour objectif de publier des propositions pour l'avenir du système de santé à la fin de l'année 2026, début de l'année 2027, et d'être en lien, si possible, le plus possible, avec les équipes des candidats à l'élection présidentielle pour essayer d'infuser des propositions de fond au service de la santé des Français. Ce cercle il est animé par des équipes d'experts à la fois administratifs, hauts fonctionnaires et soignants. On essaie de mêler les compétences, mais de gens qui savent ce que c'est que de piloter et réformer les politiques publiques. Et nous avons vraiment une focale très forte sur la lutte contre les inégalités. C'est la raison pour laquelle nous sommes abrités par la Fondation FAS. Et en matière de santé, on sait que les inégalités sociales et territoriales restent extrêmement prégnantes. Et donc, évidemment, quand on parle d'inégalités territoriales, on pense beaucoup accès aux soins. Et donc, d'où la thématique de cette table ronde. L'accès aux soins comporte un très grand nombre de dimensions. Moi, je ne vais pas les détailler ici, on y reviendra largement tout à l'heure, depuis la formation, l'installation, l'attractivité, les modes d'organisation, les fidélisations, les rémunérations, etc. Un très grand nombre de dimensions, mais qui, aujourd'hui, dont on sait qu'elles produisent des résultats qui restent hétérogènes sur le territoire, très souvent insuffisants et très souvent perçus comme insuffisants par les Français. Donc c'est une dimension, cette dimension d'accès aux soins qui reste pour nous prioritaire dans nos travaux sur la santé cette année, mais pas seulement accès aux soins à des soins de qualité. La promesse, c'est que tous les Français devraient avoir droit à un accès à des soins de qualité, et cette promesse, nous, on pense qu'elle peut être remplie. Alors pourquoi aujourd'hui cette table ronde au Creusot ? Nous sommes un think tank largement parisien, et depuis notre création l'année dernière, nous avons toujours pensé qu'il fallait que nous puissions nous déplacer dans les territoires concernés par des problématiques de santé différentes de celles de l'Île-de-France, même s'il y a aussi en Île-de-France des sujets d'accès aux soins. Et voilà, pourquoi le Creusot ? Bien parce qu'on est avec SOS qui est à l'hôpital ici, parce que le Creusot fait partie, et le département, et comme beaucoup d'autres, est un département confronté à des difficultés d'accès aux soins, mais aussi parce qu'il y a des initiatives depuis longtemps, des initiatives très intéressantes dans le département. Et monsieur le président, je dois dire que l'initiative du conseil départemental est souvent évoquée dans les cercles de réflexion, dans les sphères de décision sur la santé. Et voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, c'est l'occasion avec cette table ronde de montrer qu'évidemment, des réponses sont possibles. Enfin, pour conclure, simplement pour bien vous redire que, vous remercier d'être ici, vous dire qu'il y a une captation vidéo et que, évidemment, l'objectif, c'est ensuite de mettre cette vidéo en ligne, de la diffuser sur les réseaux sociaux et de s'inspirer de cette table ronde pour contribuer à une note sur les déserts médicaux, une note du Cercle Asclepios que nous publierons et que nous ferons évidemment diffuserons le plus largement possible, probablement cet été. Voilà. Merci beaucoup à tous et bonne table ronde. Merci beaucoup, Franck. Est-ce que ça marche ? Oui ? Ok. Bonjour à tous. Je vous présente peut-être pas tous en détail parce que d'abord, tout le monde a été informé. On a un trombi derrière et je veux qu'on garde le temps autant que possible à la discussion sur le fond. Peut-être vous dire, si ça vous va, qu'on parte d'abord sur des questions
un peu autour des initiatives territoriales, parce que le but de la table ronde, c'est vraiment qu'on illustre un peu le propos qui est vraiment hyper présent dans les médias, qui va être hyper présent dans la campagne, et qu'on l'illustre un peu avec des initiatives de terrain racontées par les acteurs qui les ont mises en place, et puis ensuite qu'on pose des questions autour plutôt de l'angle RH, la gestion d'une politique RH, puisque c'est le groupe de travail du Cercle Asclepios qui organise cette table ronde, traite de ce sujet-là. Voilà, je vous distribue la parole. Le but, c'est que ce soit le plus interactif possible. Vous avez tous une vision très précise des sujets, et donc le but, c'est qu'on vous entende parler autant que possible. Président, je commence avec vous, si ça vous va. On a toujours le choix, mais je voudrais quand même qu'on fasse un petit retour en arrière. Franck l'a dit, la Saône-et-Loire est un département qui a été pilote ou novateur ou pionnier, je ne sais pas comment il faut le dire, en matière de lutte contre les déserts médicaux. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'expérience du lancement des centres départementaux de santé, succès, difficultés, peut-être projection aussi? Alors tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre invitation. Alors un petit retour sur l'histoire. Tout d'abord, vous dire que la collectivité départementale n'a pas la compétence santé, c'est-à-dire on a des médecins de prévention, mais nous n'avions pas le droit d'avoir des médecins, d'embaucher des médecins pour des consultations. Alors ça, le dispositif, on l'a créé en 2017 officiellement. Administrativement, on l'a créé en 2017, suite à un constat que j'avais pu faire en 2015, c'est-à-dire j'avais demandé des perspectives sur la situation du département. Et quand je suis arrivé à l'aspect médical, en 2015, on m'a fait un peu peur, quelque part, en m'expliquant que 50% des médecins généralistes en 2018 sur le département de Saône-et-Loire avaient la possibilité de prendre leur retraite. 50%. Ce qui est énorme. À partir de heureusement que tout le monde ne prend pas la retraite à l'âge dit au moment voulu, puisque sinon nous allions avoir en effet un trou d'air extraordinaire. Et donc face à cette situation, en regardant un peu les dispositifs qui existaient pour essayer de faire venir des professionnels de santé sur notre territoire, et puis surtout l'efficacité, je me suis dit il faut qu'on trouve une autre solution. Voilà. Alors je résume. Je regardais tout ce qui se faisait. Je suis tombé un jour sur l'existence de centres de santé sur la région parisienne à l'échelle municipale. Et donc j'ai été voir le président qui s'appelait à l'époque, ça va parler, Dr Lopez, de cette association des centres de santé à Paris. Et puis voilà, je lui ai demandé de m'expliquer ce que c'était. Puis je lui ai dit, c'est formidable, je vais essayer de faire ça à l'échelle départementale. Et ça, je me souviens très bien de sa réaction. Il m'a dit, alors là, c'est strictement impossible, il faudra des années, vous n'y arriverez jamais. Mais bon, on a créé ça. On est parti vraiment sur une feuille blanche. On a écrit le projet à 2 ou 3 dans mon bureau. Et puis voilà, on a fait voter ça à l'Assemblée départementale en septembre 2017. Après en avoir parlé malgré tout, avant que ça sorte dans le public, je me souviens à l'époque à M. Prébil, directeur de l'ARS de la région Bourgogne-Franche-Comté, à l'époque, il venait se présenter, tout simplement. Et je lui ai dit, écoutez, j'ai un secret à vous confier, je vous interdis d'en parler, mais quel est votre sentiment? Il m'a dit, banco, il faut y aller. Voilà, j'ai la même rencontre avec la directrice de la caisse d'assurance maladie. Et puis, donc voilà, on a lancé ça. J'avais écrit à tous les maires du territoire du département, surtout dans les zones les plus déficitaires, entre guillemets, pour savoir s'ils étaient OK pour nous mettre à disposition et candidats pour nous mettre à disposition des lieux de consultation, c'est-à-dire des cabinets, tout simplement. Et évidemment, ils ont tous répondu favorablement, mais je n'avais embauché personne à ce moment-là. Voilà. Et puis donc, à partir de la fin d'année, on a lancé un peu des annonces un peu partout, et puis surtout été à la recherche d'un
recruter des médecins pour le centre de santé. Et là, pendant ce temps, effectivement, au niveau de l'État préfectoral, notamment, on m'a expliqué que c'était interdit, qu'il ne fallait pas le faire et qu'il fallait que j'arrête tout de suite. Donc évidemment, j'ai continué. Et donc, on a inauguré le premier centre de santé à Digoin. Voilà, et puis ça a été très vite parce qu'on a recruté au début 3 ou 4 médecins, pas plus au tout début. Et puis ça m'a permis d'ouvrir le premier. Et puis tout ça, je remercie toujours les médias parce qu'il y a eu une publicité au niveau national, ce qui m'a permis finalement de faire connaître le dispositif et de pouvoir recruter des médecins, notamment des médecins qui venaient de la région parisienne ou du sud de la France, surtout de métropole en fait. Voilà. Et puis, en expliquant à tous les acteurs du territoire que ce n'était pas en concurrence, hein, qu'évidemment, là où j'installais des médecins, s'il y avait l'installation de médecins libéraux, et bien évidemment, nous, on fermait et puis on allait un peu ailleurs. Donc vraiment pas en concurrence, mais vraiment en complément. Ça, c'était l'objectif, vraiment de venir en complément. Puis voilà, alors je résume vraiment, hein, parce qu'on a eu beaucoup de soucis, beaucoup de difficultés, parce que en fait, c'est un centre de santé à l'échelle départementale, c'est un immense hôpital. Il ne faut pas le dire publiquement, mais en fait c'est ça, parce que il faut créer au niveau administratif pour le paiement, pour le dossier médical, enfin voilà, donc c'est une organisation qui a été compliquée à mettre en place. Mais avec une équipe très motivée autour de moi, je regarde d'un œil, mais très timidement, mais elle m'a tellement accompagné. Donc c'est notre directrice médicale du centre de santé, et donc elle nous a tellement accompagnés et appuyés et consultés au début d'ailleurs, pour en effet répondre à tous les besoins. Et donc maintenant, aujourd'hui sur le territoire, c'est 7 centres de santé. Alors centre de santé, c'est un peu le siège administratif, hein, c'est-à-dire quand on passe une annonce pour recruter des médecins, et bien par exemple, ça va être sur le centre de santé de Louhans. Et donc, ils sont rattachés à Louhans, ce qui ne veut pas dire qu'ils vont toujours exercer à Louhans, mais ils vont exercer aussi sur des antennes à proximité de la zone. Donc, on a 7 centres de santé et puis 29, 30, 33 lieux de consultation sur le territoire. Voilà. Le département de Saône-et-Loire, c'est le 6e plus grand en superficie département de France. C'est-à-dire que voilà, on est loin de tout. Donc pour être vraiment en proximité du public, c'est ça. Donc voilà, le centre de santé maintenant est présent partout dans le département. On a fermé 3 fois une antenne justement parce que dans des communes un peu plus petites, il y avait eu l'installation d'un médecin libéral, donc vraiment pour être, comme je vous l'ai dit, vraiment en complément. On a fermé ces 3 lieux de consultation qu'on a ouverts ailleurs, hein, mais voilà un peu la démarche. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc les médecins qui viennent dans ces centres de santé, c'est des profils très, très différents. Géographiquement, je vous l'ai dit, ils viennent, beaucoup sont venus de Paris, de la région lyonnaise, enfin voilà, tout âge et parcours et des parcours, et ça on a une équipe formidable parce qu'on a des parcours très, très différents. Vous avez des médecins libéraux qui se sont arrêtés, qui sont venus donc en centre de santé. Vous avez des jeunes qui démarrent chez nous. Enfin voilà, on a vraiment de tous les âges et tous les profils qui viennent s'installer dans le centre de santé. Depuis le centre de santé, alors que je vous dise maintenant, je suis dans la légalité depuis 2023. Il y a été quelques années sans... Mais comme c'était très médiatisé, le gouvernement a fait ce qu'il fallait et du coup l'Assemblée a en effet légalisé. Maintenant, les départements ont le droit d'avoir des centres de santé. Depuis, ça nous a permis aussi
de faire d'autres partenariats, parce que maintenant on travaille en effet, on a créé des dispositifs aussi, on a vraiment développé, ça s'appelle Hippocrate 71, des dispositifs d'accompagnement pour de recrutement aussi de médecins libéraux et des installations sur le territoire. Donc on va très très loin dans l'accompagnement, on fait des partenariats sur la recherche maintenant, puisqu'on investit, ce qui est nouveau aussi pour un département, on investit. On travaille avec l'hôpital de Châlons aussi. Et puis cette année, dernière pierre, je résume vraiment, dernière pierre, c'est on va ouvrir la première année passe à Chalon-sur-Saône. Et là aussi, il y avait un besoin, je pense, vu le nombre d'inscriptions sur Parcoursup. J'ai le droit de le donner ? J'ai le droit. Il y a 30 places, hein. Il y a eu 1200, 1300 inscriptions pour Châlons. Donc on va faire beaucoup de déçus, j'en suis bien malheureux, mais comme quoi c'était bien. Mais aussi plein d'heureux. Comment ? Mais aussi plein d'heureux. 30. C'est pas beaucoup. Mais c'est mieux que rien. Mais c'est aussi là où il faut qu'on se pose la question, en effet, si on ne peut pas, en effet, augmenter finalement le volume. On verra. Il faut déjà qu'on réussisse. Très bien, je sais qu'on sera surveillé de près la première année en termes d'accueil. Et voilà, donc maintenant, au niveau du département, écoutez, on y va pleinement, mais on ne pouvait pas rester en 2017 les bras croisés face à une telle situation. Voilà, à chaque coin de rue, on était interpellés, nous élus, et puis on voyait bien la détresse des personnes qui n'avaient plus de médecins traitants. Moi, ma grande satisfaction aujourd'hui, c'est pas suffisant, hein. Il y a 60 000 personnes qui n'ont plus de médecin traitant dans ce département, 60 000. Mais il y en a 42 000 ou 43 000, je crois maintenant, qui ont retrouvé un médecin traitant grâce au centre de santé. Voilà. C'est pas suffisant. Il y a encore 60 000 personnes qui sont dans une problématique. Ok, merci Président. Peut-être deux choses qui vont faire le lien avec les questions suivantes. La première, c'est je relève quand même le côté initiative, peut-être un peu seul contre tous, qui a permis aujourd'hui d'arriver au résultat que vous décrivez. Et puis aussi, je m'arrête sur le modèle du centre de santé, qui est celui que vous avez retenu, j'imagine, pour des raisons pratico-pratiques, pour pouvoir faire du salariat de médecin, etc. Et ça fait un peu le lien avec l'intervenant suivant. Docteur Jardel, je voulais justement vous interroger sur vos centres de santé à vous. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu à la fois votre initiative de votre côté aussi, puisque c'est une initiative associative, et un peu comment vous avez construit votre modèle et nous présenter un peu Médecins Solidaires, qui est l'association que vous présidez. Avec grand plaisir. Bonjour à tous. Médecins Solidaires, ça part de la même réaction que Monsieur le Président Akkari, c'est on ne peut pas rester les bras croisés à attendre qu'un médecin, hypothétiquement, prenne un jour la décision de s'installer ou pas dans un territoire. Il y a presque quelque chose d'irresponsable de conditionner l'accès aux soins d'un territoire à cette décision prise peut-être un jour par une personne ou pas. Et nous, on est citoyen, mais on est citoyen et médecin, en tout cas pour ceux qui le sont comme moi. Et donc, ça nous donne une petite responsabilité supplémentaire parce qu'on sait très exactement ce que c'est qu'un diabétique qui est en rupture thérapeutique, un hypertendu qui n'est pas traité depuis 20 ans. On sait ce que ça peut provoquer. Et on a en plus, je pense, la possibilité, plus que les autres, de proposer des modèles d'organisation nouveaux, puisque face à ce défi majeur qui nous attend, il y a forcément des solutions nouvelles à trouver. Si on continue d'attendre uniquement l'installation de nouveaux médecins, qu'on essaye de répondre toujours avec la même réponse à une question qui pourtant a changé, je pense qu'on se trompe et on est en train de se freiner un peu dans l'innovation en ayant construit une espèce de mythologie collective du médecin de famille à laquelle je suis très attaché,
Mon père a été médecin de famille pendant 40 ans. J'ai moi-même été installé pendant 3 ans en Haute-Vienne et je pense que c'est une des dimensions les plus sacrées de la médecine générale. Mais ça ne peut pas être la seule dans la mesure où elle ne répond pas aujourd'hui à la problématique. Donc tant qu'il y a des médecins de famille qui voudront s'installer, c'est formidable. Mais là où il n'y en a pas, il faut qu'on trouve autre chose. Et j'y viens, j'accouche. Qu'est-ce qu'on a trouvé ? On s'est dit, puisqu'on ne peut pas demander beaucoup à peu de médecins, peut-être qu'on peut demander peu à beaucoup de médecins. Et finalement, créer les conditions d'un accès aux soins différent, où on dit aux médecins, vous n'allez pas venir 30 ans, parce que ça c'est quand même un peu engageant, c'est un projet de vie qu'on vous demande, on peut comprendre que vous mettez du temps à le faire, mais on vous propose de venir une semaine. Mais comme vous allez être nombreux à venir une semaine, on va rétablir un accès aux soins permanent pour le village, qui ne reposera pas sur les épaules d'une seule personne, mais qui reposera sur les épaules de dizaines, voire centaines de médecins. Alors ça, c'est une idée, on se dit, oui, pourquoi pas, mais c'est un peu utopique, parce que c'est quand même un peu compliqué. Mais on a quand même eu cette détermination aussi dans une forme de désobéissance, puisque innover, c'est désobéir, en restant évidemment dans une désobéissance relative, mais en tout cas, le modèle n'était pas prévu pour ça, donc il a fallu quand même être un petit peu bricoleur, et on a créé un premier centre de santé expérimental en Creuse en octobre 2022, pour tester est-ce que les patients vont adhérer, est-ce que les médecins vont adhérer, et puis est-ce que l'ensemble médicalement est cohérent. On a répondu oui à ces 3 questions, c'est ce qui me donne l'honneur d'être invité ce soir ici au Creusot. On est en 2026, 3 ans et demi plus tard. Aujourd'hui, on a ouvert 13 centres de santé qui fonctionnent sur ce modèle-là, dans 12 départements différents. On a 1000 médecins dans notre collectif qui ont dit moi je suis d'accord pour venir faire une semaine. Et en 3 ans et demi, on a eu un médecin toutes les semaines dans tous nos centres de santé. Donc, dès qu'on a ouvert un centre de santé, on a créé un accès aux soins qui a été continu et sans interruption. Et on a dépassé cette semaine-là les 112 000 consultations réalisées. 112 000 consultations, quand on sait qu'un médecin généraliste fait à peu près 5 000 actes par an, c'est comme si on avait été médecin généraliste pendant 22 ans. Et donc, sur une activité de 22 ans, équivalente, on n'a pas eu, je touche du bois, mais on n'a pas eu une consultation qui est remontée comme problématique avec une judiciarisation ou quelques soucis que ce soit, ce qui est quand même, à mon avis, un critère important parce qu'on peut se dire ça peut vite être le bazar, mais le système qu'on a organisé n'est pas parfait, mais les médecins sont très sensibilisés à la traçabilité et on essaye vraiment de tout faire pour qu'on ne rate rien dans la réception des examens complémentaires qui sont relus 2 fois, dans le suivi des patients parce que le dossier médical est bien rempli et on y est attentif. Tous ces éléments qui font qu'on arrive à maintenir une qualité des soins pour répondre à la demande de dire oui, l'accès aux soins, mais un accès aux soins de qualité. Les gens n'ont pas besoin de dispensaires, ce ne serait pas équitable, ils ont besoin d'un vrai accès aux soins, d'un vrai suivi de pathologies chroniques. Alors, je vais peut-être m'arrêter là parce que je pourrais parler pendant des heures. Pardon. Non, merci beaucoup et bravo aussi pour ce succès. J'allais donner la parole à la directrice générale de l'ARS pour vous interroger à la fois sur votre regard sur ce type d'initiative. Comment se positionne l'État dans l'accompagnement ou pas d'ailleurs de ces initiatives, et est-ce que vu de votre fenêtre qui est très large puisque le territoire couvert par l'agence est gigantesque, est-ce que vous avez vu d'autres types d'initiatives comme ça sur lesquelles vous pouvez ou vous souhaiteriez avoir un rôle de coordination ou d'initiation de reproduction ailleurs ? Oui, donc peut-être, merci déjà pour l'invitation et pour l'organisation de ces échanges. Peut-être commencer par quelques mots d'un peu de contexte sur la région et de particularités qui font un peu notre quotidien. Donc en fait, la région Bourgogne-Franche-Comté, elle est quand même pas très peuplée. Enfin, elle est considérée comme, on va dire, une des moins peuplées, en tout cas de France. Donc on a 2,8 millions d'habitants, mais une des plus vastes. Donc on est, je crois, on est la quatrième au moins dense. Et donc le sujet des distances est particulièrement présent dans notre quotidien. C'est également la région la plus rurale de France, avec 40% de la population qui vit en ruralité.
ce qui est aussi une particularité, y compris, ça a beaucoup d'impact dans l'organisation de l'accès aux soins, dans le lien avec les collectivités locales qu'on a dans le quotidien, mais également dans l'attractivité et les modes de vie pour les personnes. Donc c'est une particularité là-dessus. En termes d'offre de soins, donc région déficitaire, on va dire, par rapport à la moyenne nationale. Alors, si tant est que la moyenne nationale soit un indicateur satisfaisant, mais en tout cas, juste pour se comparer, donc inférieur en termes de densité de médecins généralistes, très inférieur en termes de médecins spécialistes, et c'est aussi... on en échangeait en aparté là, avant le début du débat, c'est aussi un enjeu qu'il ne faudrait pas qu'on occulte, puisqu'il est très impactant pour l'aval du premier recours, mais aussi et beaucoup pour les établissements de santé. Et c'est vraiment un sujet, nous aussi, sur lequel on a beaucoup investi en termes d'appui, très inférieur aussi en termes de dentistes. Là aussi, on parle pas souvent, souvent on se concentre sur l'accès médecin, mais l'accès dentiste, c'est aussi un sujet qui est très important. Donc voilà, juste pour dresser un petit peu le portrait à la fois, on va dire, enjeu de santé, mais également peut-être démographique, donc région qui a vieilli peut-être un peu avant les autres. Donc finalement, le mur du vieillissement, peut-être qu'on l'a peut-être anticipé à peine plus que d'autres, mais en tout cas, on est une région dont on estime qu'on va perdre entre 400 et 600 000 habitants d'ici à 2070, donc avec une grosse disparité entre les départements et même au sein même des départements. Et donc les enjeux aussi de prise en charge du vieillissement et de la population va être vraiment très très important, et notamment aussi sur l'accès aux soins dans les années à venir. Alors maintenant, pour parler sur les initiatives intéressantes, donc sur celles qui ont pu être mentionnées, donc d'abord dire qu'on a aussi une forte culture et historique dans cette région d'exercice collectif, donc avec une très forte densité en maisons de santé pluridisciplinaires et en centres de santé pour une part, que en tout cas l'État s'est toujours inscrit plutôt en soutien de ces initiatives, et que nous, enfin, on souhaite aussi, et c'est un peu notre quotidien là aussi, de jouer ce rôle d'appui des initiatives locales. Et on va dire c'est quand même censé être une grande part du travail des ARS que de pouvoir se faire ce tampon entre décliner des orientations nationales, mais aussi trouver la marge de manœuvre et la souplesse qui nous permet d'arriver à jouer avec la ligne, on va dire, pour faire émerger des initiatives qui peut-être dans un premier temps rentrent pas dans le cadre, ou en tout cas gagneraient à être valorisées. Alors donc vous avez cité aussi donc les cabinets de l'association Médecins Solidaires, dont un qu'on cofinance aussi dans la Nièvre. Donc c'est un type d'initiative. On a également pu soutenir financièrement ce qu'on a appelé des cabinets éphémères, qui étaient un petit peu le même principe que soutenu par votre association, qui sont des cabinets donc localisés qui tournent avec des médecins volontaires déjà installés dans une zone et qui ont vocation à pallier le temps que des médecins s'installent définitivement. Donc voilà, mais ça suppose d'avoir un projet plus définitif à moyen terme, mais en tout cas, c'est des solutions qu'on a pu mobiliser. Donc moi je pense qu'il y a des leviers qui sont quand même clés. C'est que déjà on doit travailler avec les collectivités locales, c'est notre quotidien, ce sont les communes, les intercommunalités, alors pour des aspects de bâtiments mais pas que, y compris il y a des collectivités qui travaillent aussi sur l'accueil ou des solutions de logement, d'accueil de stagiaires, d'internes, voilà. Et donc le cadre de vie, c'est aussi des leviers qui peuvent être mobilisés par les collectivités, ce que vous nous en dites après, mais à nos côtés, il faut qu'on travaille ensemble là-dessus. Les conseils départementaux, évidemment, donc plusieurs dans la région sont impliqués sur les sujets de santé, donc vous l'avez, et comme l'a évoqué le président Akari, donc voilà, là aussi, il faut qu'on partage nos orientations. Le conseil régional également, sur les initiatives, nous, on a un plan spécifique sur l'attractivité des métiers, avec à la fois un objectif de faire connaître les métiers, de partager les objectifs de formation à l'échelle des territoires, de travailler avec France Travail, de travailler sur des bourses d'accompagnement des étudiants. Et donc, vraiment, je pense que sur les territoires, on doit territorialiser l'action et donc s'appuyer sur les acteurs locaux. Donc, à la fois les initiatives qui viennent des professionnels, telles que celles que vous l'avez mentionnées, mais aussi travailler en étroit lien avec les élus locaux pour mobiliser en fait l'ensemble des compétences qui sont les leurs au service de ces spécificités territoriales.
Enfin, il y a peut-être 2 initiatives que je voudrais aussi peut-être valoriser spécifiquement. Alors, il existe, j'ai envie de dire, presque des dizaines de dispositifs sur l'accès aux soins quand on liste tout ce qui existe au niveau national, mais je vais peut-être focaliser sur 2 choses. Premièrement, les dispositifs mobiles. Alors, donc, il y a plusieurs dispositifs mobiles, là aussi, qu'on finance et qu'on soutient dans la région. Alors, les fameux médicobus. Alors, ils ont des objets divers selon les territoires. Donc, on a, par exemple, dans la Nièvre, on a un médicobus qui vient de se mettre en route. On en finance 4 en tout dans la région. On en a un qui est plus sur le cardiovasculaire. On a un bucobus qui est là vraiment plutôt sur les soins dentaires. Donc voilà, on a des dispositifs itinérants. Ça peut peut-être constituer aussi une solution. Là aussi, moi, un des points sur lesquels il faut bien être vigilant, c'est qu'on ait des projets médicaux associés à ces initiatives qui soient ancrés sur le territoire, c'est-à-dire que les gens les connaissent, qu'on puisse les identifier, savoir quand on y recourt. Et donc peut-être que pour on va dire ce qui relève d'un médecin traitant, c'est un petit peu plus compliqué. Mais en tout cas, on a ces dispositifs qui existent. On a une expérimentation article 51 dans la région, donc avec 2 départements expérimentateurs, qui sont les unités mobiles de téléconsultation, c'est-à-dire c'est une ambulance, en gros, un peu améliorée quand même, dans laquelle donc il y a de quoi faire une téléconsultation, c'est-à-dire du matériel connecté, mais la particularité, c'est qu'il y a avec un personnel infirmier, et donc on finance ce dispositif-là qui n'est pas financé via le droit commun, avec donc évidemment un médecin qui est à distance. Alors, on l'a d'abord lancé dans la Nièvre, puis dans le Nord-Franche-Comté plus récemment. Le constat qui a pu être fait sur la première démarche, c'est que c'était pas très clair sur comment on prenait rendez-vous. Et en fait, donc l'erreur n'a pas été reproduite sur la 2e expérience. Et là, on est passé via le secrétariat classique des médecins. Et c'est le médecin qui décide si ça peut relever de cette unité de téléconsultation et si donc il peut proposer que le rendez-vous ne soit pas dans son cabinet, mais peut-être plus en proximité de la personne. J'insiste là-dessus sur peut-être un détail qui vous paraît assez précis et opérationnel, mais en fait, ces dispositifs de visibilité et de qu'est-ce que ça veut dire pour l'usager, l'habitant, le citoyen, le patient, enfin, on l'appelle comme on veut, en tout cas, à quel moment je prends rendez-vous et vers qui je me tourne, ça devient un vrai sujet quand on additionne tous les dispositifs et plus on complexifie, moins on sait quand on doit prendre rendez-vous ou quand plus on a des lieux différents vers lesquels se tourner, je pense, moins on est facilitant pour l'accès aux soins. Et pardon, juste les unités de téléconsultation, elles sont opérées par qui ? Alors, donc, il y en a une qui est Jussieu Secours, donc vraiment transporteur D'accord, sanitaire, c'est des transports, voilà, ok. tout à fait. Et donc, avec un personnel infirmier à bord, j'ai envie de dire, voilà. Et peut-être, donc voilà, en tout cas, un sujet sur les dispositifs mobiles qui peut constituer parfois des solutions, mais avec le point de vigilance à avoir sur vraiment l'enjeu de lisibilité pour les personnes et articulation avec l'offre locale. Et peut-être une autre chose sur laquelle qui est particulièrement développée dans la région, donc peut-être que je vais illustrer là, c'est le sujet de la téléexpertise. Donc la téléexpertise, c'est l'avis spécialiste à distance et on est plutôt là sur du sujet médecin-médecin. C'est-à-dire comment, en allant consulter un médecin, on a accès à un avis spécialisé et donc comment on l'optimise. Donc plus de 20 spécialités sont organisées, 29 très exactement, en région Bourgogne-Franche-Comté avec un système de téléexpertise où l'ARS est en soutien pour financer les outils numériques, mais aussi pour compléter le financement assurance maladie. Voilà, j'insiste. Et là, on est sur des liens médecin-médecin, médecins libéraux, mais aussi établissement-établissement. C'est un double intérêt, donc c'est pas considéré comme de la médecine, on va dire, de seconde zone, on fait à distance parce qu'on a personne. Voilà, c'est un intérêt d'optimiser la consultation présentielle. Puisque le spécialiste qui est à distance parfois peut, entre guillemets, trier et en tout cas décider de ne voir que les personnes. Et donc, là, c'est numérique first et ensuite on voit en présentiel. Et donc, de ce fait, est un vrai levier de faciliter un accès de proximité à certains spécialistes. Ça, je pense, c'est quand même un vrai, du coup, de la difficulté de la région. En tout cas, on a pu faire une sorte de force, en tout cas, peut-être vraiment de volontarisme sur cette dimension d'accès aux soins.
Et vous avez déjà un bilan chiffré de la production de soins de ces dispositifs? Pas enfin, Alors, on est à plus 40 000. On a une montée. Enfin, je pense qu'à un moment, on va avoir un problème de OK. ressources en face, hein. On est à plus 40 000 actes d'une année à l'autre. Plus, enfin, j'ai les Donc c'est chiffres très détaillés dynamique, quoi. C'est très OK. dynamique. Tout à fait. Merci beaucoup. On va entrer dans le deuxième cercle de questions pour compléter le tour de table, mais je retiens déjà peut-être 3 sujets à continuer à discuter après. Le sujet de la territorialisation, du coup, qui est intéressant à développer concrètement, comment on fait. Peut-être le sujet de la formation aussi, qui a été évoqué, on pourra y revenir avec les questions qui s'y attachent en termes de fidélisation des médecins sur un territoire et des soignants d'une manière générale. Et puis tous ces sujets numériques, je pense que ce sera intéressant d'y revenir en donnant aussi peut-être un peu la parole à la salle. Il y a beaucoup de médecins de l'hôpital qui sont là, d'ailleurs je les salue et je les remercie, qui auront peut-être des questions ou des retours d'expérience aussi terrain là-dessus. Mais pour poursuivre le tour de table, peut-être justement sur les questions un peu en lien avec l'attractivité des soignants et des médecins. Docteur Marty, vous êtes président de la CME de l'Hôtel-Dieu du Creusot. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot des démarches, des initiatives aussi, ou de la méthode que vous avez pour faire venir des médecins, puisque je le dis, je le sais, vous avez un track record assez positif là-dessus. Et vous avez remonté un service qui aujourd'hui tourne bien malgré l'éloignement et les difficultés parfois de trouver du monde. Merci à tous euh, pour cet échange. En effet, peut-être qu'il y a eu pas mal de chance aussi dans la façon dont tout s'est passé, mais je suis donc arrivé en 2014. C'était une création de poste, donc là, moi, sur les urgences, avec des médecins, donc Karine les connaît aussi, qui nous ont tout de suite pris en main, qui nous ont, enfin voilà, on appelle ça un peu le compagnonnage. J'ai été formé, accueilli, encadré. C'était vraiment en fait un exercice très agréable. Et on a réussi à persévérer dans cette dimension avec en parlant à un collègue, puis un autre, puis du coup encore un autre, parce qu'en fait un jeune en attire un autre, puis un autre, et on a tous été séduits par en fait ce confort de travail et cette ambiance de travail. La médecine, je ne sais pas si ça se complique avec les années ou pas, je ne sais pas trop si c'est ce mot-là, mais il y a de plus en plus d'administratifs, il y a de plus en plus de patients, d'exigences, de pression, il faut aller vite, j'ai un symptôme et c'est tout de suite. Et en fait, voilà, nous, on a réussi à maintenir une ambiance de travail qui nous permet de nous épanouir, en tout cas dans notre métier, et de bien soigner les gens, autant qu'on peut le faire. Bon, bah, bien entendu, on a un outil fantastique et le groupe SOS, grâce à eux aussi, hein, on a accès à des imageries, on a accès à des spécialistes, et on a recruté pas mal de spécialistes, ce qui fait que en fait, d'année en année, je suis arrivé en 2014, les conditions de travail se sont améliorées. Ça n'a pas été tout de suite, mais chaque année, les choses s'améliorent et donc du coup, ça attire encore un petit peu plus. Et ça a été vraiment une très bonne méthode, le compagnonnage. Aujourd'hui, on poursuit encore cette méthode avec nos internes. On demande toujours à essayer de former un petit peu plus dans la limite de ce qu'on peut faire nos internes, nos étudiants, les externes aussi, pour leur montrer que on peut aimer notre travail, on peut travailler dans de bonnes conditions, et ça plaît beaucoup. Donc du coup, les internes c'est une source de recrutement incroyable parce que euh, on est on est attractif de par notre dynamique et ces choses comme ça. Karine est pareil, docteur Gommet aussi qui accueille les internes. C'est travailler avec des jeunes, les accompagner, les entendre, les écouter. Et puis donc du coup, malgré la distance, alors on a la chance que le Creusot, comme je disais à Martial, bon, il y a le TGV, il y a le TER, on n'est pas si loin aussi. Donc ça aussi, ça a été une chance, hein, parce que la plupart des médecins ne sont pas du Creusot.
On fait tous un petit peu de route. Un petit peu de route, ça va. Beaucoup de route, c'est déjà plus compliqué. Donc, la question de l'accès, c'est primordial aussi. Moi, je viens travailler la plupart du temps en train. J'habite Dijon. Donc ça, dans la qualité de vie, c'est important. La qualité de vie, vous l'avez bien compris, maintenant au cœur de voilà, c'est tout le monde. Maintenant, les médecins comme on a connu qui se déplaçaient à 23h, qui étaient encore à 6h, c'est triste, mais ça n'existe plus beaucoup, ça n'existe plus. Il faut 2 médecins maintenant pour remplacer un ancien médecin. Donc, créer des choses il y a eu plein de choses de fait, hein, pour attirer des médecins qui sont et il y a autant de personnes que de façons de faire, mais c'est vrai que nous ici, on s'est axé sur l'accompagnement et je trouve que ça a plutôt pas trop mal marché. On souffre du désert médical quand même, hein, malgré tout, mais j'ai bon espoir que ça marche avec notre méthode. Merci beaucoup. Donc, on retient effectivement ce sujet et j'ouvre des questions pour après, mais de la capacité du monde soignant aussi à intégrer ces enjeux managériaux, cette gestion prévisionnelle, et puis sur la territorialisation, ce que vous dites sur les transports, sur tout cet environnement-là, qui est effectivement extrêmement important, et peut-être, je vous poserai la question de est-ce qu'on a des enceintes suffisantes pour discuter de ces choses-là et comment le faire. Docteur Travers, Madame la maire adjointe, peut-être vu du côté des soins primaires, de l'exercice coordonné, des MSP et des CPTS, puisque vous êtes active dans un certain nombre de ces institutions à acronymes parfois un peu barbares. Comment vous percevez cette problématique de l'attractivité sur le territoire et comment vous vous positionnez aussi sur l'exercice coordonné, son rôle pour améliorer l'accès aux soins dans les territoires comme celui du bassin creusotin? Alors, c'est une vaste question. Merci. Alors, déjà, j'ai l'impression d'être un peu le dernier dinosaure existant en représentant la médecine libérale. J'ai un peu l'impression d'être en voie d'extinction et que mes jeunes collègues ont plutôt un attrait pour la médecine salariée. Que ce soit recruté par mon collègue sur l'hôpital ou par Monsieur Akari dans ses centres de santé. Donc c'est vrai que déjà, il y a sans doute une problématique à réfléchir sur l'attractivité du libéral de nos jours et pourquoi est-ce que ça n'est plus aussi attractif? Parce qu'effectivement, la coordination, alors même si on a toujours fait de la coordination, à l'échelle de nos cabinets, on était toujours en contact avec nos confrères spécialistes, avec nos collègues paramédicaux, les infirmières, les kinés. Donc après, effectivement, on a rajouté des maillons à cette chaîne, on a mis en place les maisons de santé pluriprofessionnelles où effectivement, plutôt que d'être au téléphone ou d'aller rencontrer nos collègues, on est réunis dans un même lieu, donc à l'échelle des maisons de santé, puis à l'échelle des CPTS qui regroupent les professionnels de santé médicaux et paramédicaux sur un territoire plus vaste. Donc oui, c'est bien, on a de la coordination, on discute entre professionnels, mais malgré tout, on n'est plus attractif. Et on n'est plus attractif pourquoi? Sans doute parce qu'il y a un coût à tout ça. Il y a un coût financier dans le fait d'être installé en libéral. On a des charges salariales, on a des charges de locaux, et il y a aussi un coût administratif très important qui retombe invariablement sur le professionnel de santé qui, du coup, n'a pas 100% de son temps pour donner du soin. Ce qui, quand même, malgré tout, est le cœur de notre métier. On oublie, moi je suis médecin, je suis faite pour exercer la médecine. Je ne suis pas faite pour ranger des courriers, pour traiter des questions administratives. Ça n'est pas mon cœur de métier et ça ne m'intéresse pas en soi. Et je pense que quand on expose les jeunes médecins, les jeunes infirmières, les jeunes kinés, à tout ce temps non médical,
ça leur fait peur. Et finalement, rester dans un environnement salarié où on leur dit, tu vas avoir un administratif qui va s'occuper de tout ça à ta place, tu seras payé, tu n'as à t'occuper que de ton travail. C'est formidable. Comment, moi, à mon niveau, je peux réussir à offrir la même chose à un jeune? Et qu'est-ce qui fait que vous êtes resté en libéral du coup et pas aller vers Alors, c'est... Non, mais je pose la question parce que du coup, c'est intéressant Alors, parce déjà, que... je suis en milieu de carrière, donc Voilà. ça n'est pas dit que Rien je vais n'est- rester sur un exercice libéral le reste de ma carrière. Ça, tout peut se réfléchir. Après, quand j'étais interne, j'ai eu la chance d'être interne une partie sur le centre minier à Saint-Vallier. Donc, j'ai eu un aperçu de la médecine salariée qui n'était pas négative, mais qui m'a permis de me rendre compte que c'était pas ce que je voulais. Je voulais être mon propre patron, quelque part. Pas avoir forcément quelqu'un au-dessus de moi qui me dirait « tu vas faire comme ça, tu vas exercer ton métier de telle manière ». Voilà. Après, effectivement, on découvre, après une vingtaine d'années, ce qui est mon cas, que malgré tout, on a toujours un patron au-dessus de soi qui vous dit comment travailler. On a l'ARS, on a la CPAM. Un petit peu, malgré tout, quand on fait partie d'une maison de santé, si, on a un peu l'ARS qui nous dit tu dois travailler comme ça. Donc, quelque part, on est indépendant, mais on n'est pas tellement indépendant. Donc, il y a une frontière assez mince pour ce qui est de notre liberté. Et du coup, je pense qu'effectivement, les jeunes se rendent compte que, effectivement, être salarié, on a moins de liberté, mais finalement, il y a plus de confort. Et je reçois effectivement des étudiants, mais moi, je n'arrive pas à les garder. Mais pourquoi? Mais pourtant, ils apprécient leur stage, c'est formidable, la maison de santé est très belle, tout va bien. Voilà. Donc moi, mon questionnement, c'est vraiment comment faire pour les garder. Comment faire pour les garder? Déjà, effectivement, il faut leur montrer que le territoire est sympathique, qu'il y a plein de choses à faire, que leur conjoint va trouver un travail facilement, que leurs enfants vont trouver des écoles, des moyens de garde, des activités. Voilà. Ok, ça fait le lien. Je vais donner la parole à Stéphanie Béal, qui est la directrice de l'Hôtel-Dieu du Creusot. Excusez-moi, je peux juste me permettre une question peut-être? Désolé. Bien sûr. J'ai une question qui était assez présente au moment de m'installer, pas m'installer. C'était aujourd'hui, donc en 2026, combien d'étudiants sortant de la fac s'installent en cabinet ou en médecine générale, vous savez? Parce que nous, avant, à mon époque, hein, c'était un médecin sur 3. Donc, donc c'est vrai que je me posais un peu la question. Voilà, oui. Ouais. Oui, non, mais je me suis dit que, vu la réunion, peut-être que quelqu'un aurait la réponse. Bon. On posera la question. Donc on n'a pas augmenté. On vous reviendra. Je pense pas, effectivement. Stéphanie Béal, du coup, sur le sujet de l'attractivité des soignants vu du coup d'un établissement de santé où effectivement la hiérarchie est un peu plus présente, l'administration ou l'administrativité des tâches peut-être l'est aussi. Hein. Il y a beaucoup de contraintes administratives sur la traçabilité, etc., qui ont sans doute beaucoup augmenté. Je souris parce que vous évoquez le sujet du CV et de l'emploi du conjoint et de trouver toutes les aménités qui vont faire qu'on arrive à recruter. Je crois que Madame Béal, vous avez un petit peu d'expérience là-dessus et qu'il vous arrive de faire un peu Pôle emploi. Ça arrive. Bonsoir à tous. Donc, sur l'hôpital, notre but, c'est de pouvoir garantir l'accès aux soins à tous et un maximum de personnes sur notre territoire. On est au Creusot. C'est une petite ville. Donc, le recrutement médical nous occupe énormément. Plusieurs choses. Déjà, l'importance, comme a pu l'exprimer Vincent,
c'est vraiment le fait de pouvoir accueillir des internes. Le fait d'accueillir des internes, c'est vraiment une vraie porte ouverte pour nous au recrutement futur et la manière dont ils sont accueillis. C'est vrai que sur le service d'urgence, pour ne pas le citer, il y a vraiment un vrai accompagnement et on a énormément de gens qui ont fait leur internat aux urgences ou des semestres et qui derrière sont venus travailler chez nous. On en a de manière régulière. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc l'accueil des internes, comment nous, on les accueille, qu'est-ce qu'on met en place pour eux et pour favoriser leur arrivée sur notre établissement, c'est vraiment quelque chose d'important. On accueille aussi depuis quelques années des médecins étrangers. On en a notamment actuellement une sur la chirurgie digestive. On a également quelqu'un sur le service de gériatrie. Je vois les médecins qui sont là-bas derrière, donc ils pourront vous en parler beaucoup mieux que moi. Et ça, c'est quelque chose de très positif aussi et qui nous permet de pouvoir éventuellement derrière pouvoir les capter et qu'ils viennent travailler chez nous. Pour faire ça, c'est pas un travail d'une direction toute seule dans son coin parce que ça ne fonctionnerait pas. Une direction a une représentation pour les médecins et quand on arrive pour les recruter de quelque chose de très administratif. C'est vraiment un travail en collaboration avec les praticiens de l'établissement. Je travaille énormément avec le président de CME. À chaque fois qu'on a recruté sur une spécialité, je vais m'adresser aux spécialistes déjà présents pour échanger avec eux et puis pour qu'ils parlent de leur métier et de ce qu'est la vie dans notre hôpital. Parce que sinon, si je suis seule à les recevoir, ça va être beaucoup. Oui, de toute façon, elle, c'est une administrative, elle veut remplir son hôpital, elle va me vendre du rêve. Voilà, donc le mieux, c'est vraiment que ça soit vendu par les gens de terrain. Et les gens de terrain, c'est les médecins. Vous disiez tout à l'heure avoir un patron au-dessus de la tête et je sais pas, Vincent pourra répondre, ou les médecins qui sont autour de la table. Je ne me vois pas comme un patron. Je me vois comme un collaborateur des médecins, enfin une collaboratrice en l'occurrence, où on travaille ensemble avec un même but. Voilà. Alors après, on a des contraintes, mais vous en avez aussi, comme vous l'avez très bien expliqué. Et il faut faire avec ces contraintes. On a quelques objectifs, voilà. Donc vraiment, voilà, pour la première partie, c'est vraiment le compagnonnage, un peu comme tu l'expliquais sur les autres médecins. Maintenant, on a aussi, avec les difficultés qu'on a au niveau des recrutements médicaux, un besoin de collaboration avec les autres établissements ou les autres structures du territoire. On l'a vu notamment avec le GHT, avec la fermeture de la maternité d'Autun il y a quelques temps. Il s'est créé une FMIH pour les maternités, la création d'un SMUR pédiatrique qui, je crois, a été une grande première. Un SMUR obstétrical, qui était une grande première. Donc voilà, et on a aussi créé une FMIH sur les urgences parce qu'il y a eu des difficultés aussi à certains moments sur des établissements. Ça a permis qu'entre établissements du territoire, on puisse s'entraider en cas de difficulté, de manque de médecins et éviter la fermeture d'un service d'urgence ou d'un SMUR sur une région. On sait, les médecins sont mieux placés que moi pour en parler, mais si vous avez votre SMUR qui ferme et que vous êtes à une demi-heure, 3/4 d'heure, vous faites un infarct, votre taux de survie est quand même beaucoup plus diminué que si vous l'avez à 1/4 d'heure. Voilà. Donc, ce travail de collaboration est vraiment très important. Pour revenir sur l'aide à l'installation, on a fait par exemple, je vois un médecin orthopédiste qui s'est installé chez nous il y a très peu de temps. C'est un travail aussi, et vous avez pu le dire, Madame la directrice générale, de collaboration ville-hôpital. C'est quelque chose qui est très important aussi. Et on a pu travailler main dans la main avec la ville pour l'installation de notre médecin avec un accompagnement de la famille.
un accompagnement pour l'installation des enfants dans les crèches ou les écoles, dans les différentes associations sportives si nécessaire. On participe aussi s'il y a un besoin. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé cet après-midi avec un médecin anesthésiste qui serait potentiellement intéressé pour venir nous rejoindre et où sa femme est ingénieure qualiticienne. Et du coup, voilà, elle va nous faire parvenir son CV pour qu'on puisse échanger donc avec la ville et avec les entreprises alentours pour pouvoir aussi voir comment on peut installer son épouse sur le territoire pour que lui puisse venir aussi. Voilà, donc ça c'est des... Oui, ah non, pardon. Comme c'est mon patron, s'il me regarde, j'arrête parce que... Voilà, donc ça c'est des choses, tous ces partenariats et toutes ces choses qu'on arrive à créer avec les différents établissements et les différents centres. Là, je vois, on a aussi avec le centre départemental, on travaille sur une convention pour pouvoir éventuellement travailler sur la formation, l'accueil d'internes, et éventuellement les exercices partagés de certains, c'est-à-dire que peut-être qu'un médecin va arriver et va vouloir faire un mi-temps au centre départemental et travailler sur un autre mi-temps dans un service de médecine chez moi ou aux urgences. Voilà, ça et ça, c'est ce qu'on essaie de proposer de plus en plus aussi, des exercices partagés. Là, on a une jeune qui termine sa formation et qui va travailler chez nous, qui va travailler à la fois aux urgences et à la fois sur le service de médecine, parce que c'est ce qui l'intéresse. On a un autre médecin qui travaille pour une partie sur l'HAD et l'autre partie aux urgences. Décidément, beaucoup les urgences quand même. Voilà, on a aussi la possibilité, et c'est ce qu'on fait maintenant, de proposer différents types d'exercices. On a des spécialistes qui travaillent chez nous avec des modalités de libéral. Donc on peut proposer aussi un mixte entre le libéral et le salariat. Et je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut qu'on axe maintenant nos manières de recruter. On n'arrive plus à recruter un médecin qui veut faire, ou alors c'est très rare, ou c'est sur des spécialités, qui veut faire uniquement un 100% dans un service et pendant longtemps. Moi, j'entends dans les discussions qu'on a sur les recrutements, ouais, mais j'ai peur de m'ennuyer, oui, je veux pas m'engager, oui, je préférerais un CDD pour démarrer. Voilà, donc on est obligé de faire un petit peu avec tout ça. Donc c'est vraiment ce qu'on essaie de faire. Et puis de pouvoir se dire à un moment, il faut qu'on arrive, et ça c'est une difficulté, à être toujours attractif sur notre établissement, à proposer de la diversité et pour que les gens puissent s'installer. Notamment sur des spécialités, la chirurgie digestive ou l'orthopédie. Il faut qu'on arrive quand même à avoir un panel d'activités assez large, mais en même temps, il faut aussi qu'on intègre le fait qu'on est au Creusot, on n'est pas un grand CHU, on ne va pas se lancer dans des... demain, je ne vais pas demander une autorisation de chirurgie cardiaque. Je ne pense pas que je l'ai, mais... mais de rien. Oui, pardon. Non, je rebondis sur le sujet territoire, hein, parce qu'il est ressorti un peu dans toutes les interventions. Que ce soit la collaboration dans le champ santé avec des projets collectifs, ville-hôpital, hôpital-hôpital, exercice coordonné, hôpital, etc. Les collaborations avec les élus locaux que vous mentionniez, à la fois sur l'accompagnement des médecins, mais aussi sur les sujets de transport, d'aménagement du territoire. Le lien éventuellement avec les acteurs associatifs qui peuvent intervenir sur les territoires. Président Akari, comment est-ce que vous voyez ce sujet de la coordination territoriale sur les sujets de santé? Comment vous faites, vous? Est-ce qu'il y a des obstacles qui pourraient être levés? Par rapport à ce que j'ai entendu, ça correspond tout à fait.
à nous, notre conception, c'est-à-dire le mot souplesse. Aujourd'hui, si on veut recruter, si on veut faire venir en effet des personnes sur notre territoire, il faut faire preuve de souplesse. Et effectivement répondre finalement aujourd'hui aussi aux attentes de ceux qui voudraient ou que l'on aimerait faire venir sur le territoire. On a notamment conjointement avec l'ARS, on a mis en place un dispositif aussi d'accompagnement pour les conjoints, y compris pour les médecins libéraux, parce qu'on certes on nous connaît sur le centre de santé, mais c'est pas que ça. Hein. Le département, on va vraiment très loin dans tout type d'accompagnement et de proposer en effet. Alors je pense au logement, je pense au travail du conjoint, je pense, enfin voilà, vraiment on essaye avec des dispositifs d'être le plus complet possible. Et donc le fait de travailler tous ensemble permet en effet sur un territoire, je pense, d'être plus efficace sur le recrutement. Puis je crois qu'on n'a pas le choix. Il faut vraiment qu'on travaille et qu'on collabore complètement ensemble, chacun à son niveau, chacun avec ses compétences. Mais il n'y a que comme ça que l'on arrivera, en effet, voilà, on n'a pas, vous le dites, hein, on n'est pas une immense métropole avec ça juste ainsi. Donc, si vous voulez, pour être attractif, il faut en effet avoir la collaboration la plus complète, l'ouverture d'esprit, surtout pour justement collaborer de la manière la plus efficace. Je ne me souviens plus de votre question. Et du coup, comment vous faites concrètement ? Comment on fait ? On est ouvert vraiment à tout type de collaboration. Hein. Quand on a été en effet financer une association de recherche, parce qu'on n'en avait pas sur le territoire, pour la Saône-et-Loire. Donc voilà, on ouvre des pistes chaque fois différentes. Bien sûr, chaque fois en lien aussi avec l'ARS, hein, avec un partenaire quand même incontournable. Mais voilà, l'idée, c'est en effet, chaque fois qu'il y a proposition d'une piste intéressante qui peut amener effectivement eh bien, une évolution et puis une attractivité supplémentaire, on y va, quoi, en fait. Hein. Okay. En fait, c'est d'avoir la plus grande ouverture d'esprit. Pragmatisme et ouverture d'esprit. Pragmatique, oui, il le faut. C'est indispensable. Aujourd'hui, face à des candidats éventuels, c'est comment dire, vraiment s'adapter à l'ensemble de leurs demandes. C'est plus nous qui imposons. Voilà, c'est comme ça. Madame la directrice générale, sur ce sujet aussi de la territorialisation, est-ce qu'il y a des outils administratifs, juridiques ou des modalités de gouvernance que vous utilisez pour avoir une caisse de résonance sur les territoires ? Je pense qu'on a vraiment un enjeu à effectivement se parler au niveau des territoires, je vais en dire même indépendamment des instances. Alors nous, c'est vrai que la particularité, enfin ça rejoint un peu les discussions qu'il y a autour des ARS. Globalement, nous, tout notre enjeu, il est à la fois d'être sur les compétences sièges et d'avoir une politique régionale, mais quand même de la décliner au niveau départemental, d'avoir, nous, des échelons départementaux qui sont forts et qui connaissent parfaitement les dynamiques, qui connaissent parfaitement leurs interlocuteurs, qui savent pourquoi à tel endroit, tel acteur va accepter de travailler avec tel autre, alors que dans tel autre, ça ne sera pas forcément applicable. Donc, je pense que c'est un peu un travail du quotidien. On a des instances, je ne suis pas sûre que ça soit ça la seule réponse. Après, je pense que le travail avec notamment les CPTS permet aussi de fédérer les acteurs libéraux, et en tout cas, je pense, nous facilite quand même la tâche dans les coopérations, que ce soit ville-hôpital ou même ville-autre. Donc, je pense que ça peut être un acteur aussi intéressant, mais je ne suis pas certaine que la réponse passe que par les instances, mais plutôt par une présence et une organisation territoriale aussi proche du terrain, et avec une vraie connaissance, en tout cas, du territoire par une partie des agents. Peut-être un point aussi sur lequel, qui a été évoqué déjà, mais sur lequel on a peut-être pas beaucoup échangé, ou en tout cas je voudrais insister, c'est le sujet de l'évolution des modes de travail des hôpitaux. Je pense au CHU en particulier.
en leur rôle de recours et en leur rôle de responsabilité territoriale. C'est peut-être une dimension qui était moins présente, voire pas, je dirais peut-être il y a 10 ans, et qui, à mon sens, en tout cas nous dans la région, est amenée à prendre une place croissante. C'est-à-dire que sur beaucoup de filières en difficulté, les CHU, il y en a 2 dans la région, donc Dijon et Besançon, chacun en ce qui les concerne, en fait, ont des médecins qui se déplacent et vont faire des temps partagés dans d'autres établissements, donc de façon plus ou moins structurée selon les filières. Et en tout cas, vraiment, cette partie de coopération territoriale des établissements est, à mon sens, quelque chose qui est vraiment un sujet qu'on a devant, qui change, je pense, beaucoup de choses pour l'organisation des établissements eux-mêmes, peut-être pour les modes de financement, peut-être pour les statuts des professionnels, mais en tout cas, je pense que c'est vraiment un des sujets, en tout cas, nous, sur le territoire, c'est quelque chose qui est très, très présent et qui concourt aussi à ce sujet de juste accès aux soins sur l'ensemble du territoire. Certes, le sujet du premier recours, y compris hospitalier, ça va de l'hôpital de proximité aux soins très spécialisés avec des établissements intermédiaires tels que le Creusot où on est. Mais en tout cas, je pense que ce sujet de coopération entre établissements de santé, je pense, doit aussi être une partie de la réponse à l'accès aux soins sur les territoires. Qui est pas simple parfois pour des questions statutaires et de complexité des parcours aussi. Je le dis pour le coup avec une casquette un peu plus gestionnaire. C'est vrai que il y a une lourdeur administrative aussi parfois dans ces parcours. Est-ce que du coup, dans la partie soignante de la table ronde, sur ce sujet de territorialisation, vous vous sentez à la fois suffisamment impliqué, sollicité, et est-ce que les structures aujourd'hui qui existent, type CPTS ou autres, vous semblent une réponse ou un outil qui convient? Peut-être docteur Travers pour commencer. Alors, pour être sollicité, ça, oui, ça, on est sollicité. Ça, il n'y a pas de problème. On est bien sollicité. Après, effectivement, je dirais par défaut, les systèmes en place sont des solutions. C'est-à-dire que tant que nous n'avons pas la solution principale qui est d'avoir plus de médecins, il faut trouver des solutions annexes avec d'autres professionnels de santé qui ne sont pas forcément en carence. Donc, par exemple, avec les infirmières qui font des téléconsultations assistées. Donc ça, effectivement, les CPTS permettent de mettre en place tous ces systèmes en finançant l'achat du matériel connecté pour permettre ces téléconsultations. Donc oui, les systèmes fonctionnent, les systèmes permettent d'avoir un accès aux soins. Après, ça ne reste que du palliatif et ce n'est pas la solution première. Oui. On a trouvé des solutions accessoires pour compenser le manque, mais malgré tout, il faut trouver la solution primitive qui est d'avoir les professionnels. Mais compte tenu de ce qu'on se dit sur à la fois l'évolution du temps de travail des médecins et l'augmentation des besoins, est-ce que ces solutions palliatives, elles ne sont pas amenées quand même elles sont appelées à durer dans le temps, et elles sont appelées à durer extrêmement longtemps. Donc après, c'est soit on va vers une évolution des professions paramédicales qui, quelque part, c'est déjà en cours avec les IPA qui se substituent à une partie du travail médical. Et c'est pour ça qu'elle rencontre une part de rejet par certains de mes confrères médecins qui ne souhaitent pas travailler avec une IPA, même si on est complètement sous l'eau et qu'on n'arrive plus à faire face à la demande de soins. Donc, soit effectivement, on va vers une évolution des professions paramédicales pour faire de l'acte plus médical, soit de toute façon, il faut attendre une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'années pour revenir à une situation plus confortable. Et encore, avec beaucoup d'incertitudes. Et encore. Ouais. Après, est-ce qu'effectivement, il faut que la profession médicale, tout du moins pour ma partie qui est la médecine générale, évolue vers une part plus de gestion d'équipe paramédicale. C'est peut-être ça la solution. Après, est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est ce que nous voulons? Pas sûr.
Donc c'est le débat. En tout cas, c'est intéressant. Je pense qu'on arrive un peu au cœur aussi des questions très, très sensibles qu'on voulait aborder. Peut-être juste sur les sujets territorialisation ou vision territorialisée de l'offre de soins, messieurs, si vous voulez en dire un mot. Et après, on reviendra peut-être sur les évolutions du coup réglementaires ou ce type de questions-là. Oui, mais je crois qu'on n'est pas dans une crise. Parce que si on était dans une crise, ça voudrait dire qu'on a un mauvais moment à passer et qu'après, ça reviendra. On n'est pas là-dedans. Et si on est dans une table ronde, du coup, dont le but est peut-être d'essayer d'inspirer pour les élections présidentielles nos futurs gouvernants, puisqu'il y en aura assurément, je trouve que le mot qui revient beaucoup, c'est temps partagé, que ce soit Médecins Solidaires, vous en avez parlé aussi, c'est souplesse, c'est lutte contre l'administration, etc. On se rend compte que, et c'est là que je dis, on n'est pas dans une crise, on est dans une évolution de système face à un enjeu de civilisation qui est que nous n'avons jamais, l'humanité n'a jamais été exposée de manière si forte et si contrainte à la santé. Parce que la santé n'a jamais eu autant à proposer, les connaissances médicales doublent tous les 73 jours. C'est un article qui est pas très simple. Tous les 73 jours, on sait 2 fois plus de choses que ce qu'on savait avant. Donc c'est pléthorique, c'est énorme. Face à ça, face à cette inflation de connaissances, on a beaucoup plus de choses à proposer aux patients. Dans le même temps, on vit plus longtemps sur un temps où on est plus âgé et plus malade, et on est un peu plus concerné par notre santé que on l'était avant, et ça c'est plutôt des bonnes nouvelles. Mais donc il y a un enjeu de civilisation, un décor mondial de problématiques d'accès aux soins. En France, on a ce décrochage par le numerus clausus, et on ne va pas en reparler, mais c'est un décor mondial, et donc on a un enjeu enthousiasmant. Et c'est là que moi, c'est vraiment une posture qui est un petit peu, à mon avis, importante. C'est de dire, c'est un challenge de civilisation, c'est une évolution de système, il est enthousiasmant, et ce point, à mon avis, d'évolution se situe dans cette notion de souplesse, de fluidité, de mobilité, où on doit casser, et c'est dur de casser, un système qui était départementalisé, avec des conseils de l'ordre qui étaient très rigides, qui devaient obéir à un système très concurrentiel dans lequel tout le monde se tirait la bourre, donc il fallait mettre des garde-fous partout, puis c'est des médecins qui étaient vissés quelque part pendant 40 ans, et donc ça pouvait marcher, et ce système-là ne marche plus. Et donc c'est comment on passe de ce système qui aujourd'hui fait la preuve de son insuffisance à un système enthousiasmant, parce que je pense qu'on peut garder de l'enthousiasme. Cette évolution, elle peut être hyper positive, et nous, elle doit, nous, professionnels de santé, nous porter. On doit être dans la traction de ce système-là, en se posant des questions qui sont très intéressantes. Et vous disiez sur les CPTS, etc., et tout ça, ce sont des systèmes qui doivent continuer de creuser leur sillon, et les médecins doivent être... moi, j'ai toujours un peu du mal avec cette ambivalence. C'est-à-dire que d'un côté, les médecins disent « mais laissez-nous faire, on peut le faire tout seul ». La CPTS, c'est cet outil-là. C'est-à-dire, faites-le. On vous donne le cadre avec les financements et faites-le. Et là, on dit, attendez, vous nous rajoutez une strate administrative. À un moment, vous voulez le faire, on vous donne l'outil pour le faire, faites-le. Tout dépend de la manière dont on considère l'objet. Mais je suis convaincu que nous, en tout cas, en tant que médecins, on doit y aller avec la conviction que le système doit changer, qu'on doit être en accompagnement et en traction de ce changement et pas en résistance, parce que les médecins résistent pas mal, beaucoup, en général. Et je ne pense pas qu'on cède dans ce système. En fait, je pense qu'on est en train, nous, médecins, collectivement, de laisser le train partir et de rester sur le quai de la gare. Et donc, il faut absolument qu'on monte dans le train, qu'on soit locomotive de ce changement de système, enthousiasmant et beaucoup plus fluide. Docteur Marty. Donc moi, je trouve le système d'entraide, donc que ce soit du CHU ou que ce soit nous, les médecins chalonnais notamment, ou même de Monceau et Autunois, même de Semur, donc on s'entraide. Nos médecins, nous, travaillent dans tout
dans tout le département, voire même un petit peu plus aussi dans toute la Bourgogne. Ce système d'entraide, de solidarité, ça fonctionne. C'est aussi ce qui fait que, eh ben, un jour, on a plus besoin là, ben, on va plus là, et puis on va un peu moins là. Et je trouve que on a la chance que ça fonctionne encore. Et donc, c'est enthousiasmant, en effet. Euh, Peut-être que malheureusement, ça fonctionne pas assez avec le système de ville, en effet. Il y a encore un petit peu un clivage entre le fonctionnement de la médecine de ville et le fonctionnement de la médecine hospitalière pour que on puisse peut-être plus collaborer. Voilà. Par ailleurs, c'est vrai que il y a donc tout ce manque de médecins, ça a créé des offres un peu diverses. Donc alors bon, là il y a les bus, il y a plein de choses. Je trouve que maintenant aussi, on a pas mal de jeunes qui se lancent dans des cabinets non programmés, des systèmes de médecine qui répond à une offre qui n'en est pas vraiment une, qui est de la médecine ponctuelle, sans suivi, sans prévention, et ça, c'est aussi des fois un petit peu dommage que, voilà, alors à Dijon, on peut aller à Urgence Med, on peut aller à SOS Médecins, on peut aller à SOS, enfin, donc il y a plein de structures, c'est super. Et en fait, les médecins, les gens sont pas suivis, ils ont pas, leur tension n'est pas prise, enfin, c'est pas, ça répond pas vraiment à un besoin qui est crucial pour moi. Alors bon, mais ça fait plein d'heureux et il y a une grande demande, mais je pense qu'en effet, c'est toute la difficulté. Ce cruel manque de médecins crée de belles choses et crée aussi des choses qui sont peut-être un petit peu plus moins intéressantes en tout cas. Voilà. Alors du coup, on voit bien le balancement qu'il y a entre les instruments légers qui consistent à penser que le système va se gérer. Et d'ailleurs, l'exemple de Médecins Solidaires en est un exemple, des initiatives qui proposent des solutions. Et en même temps, le sentiment soit que on crée une offre qui devient plus lisible ou qui crée des lignes de fuite comme les soins non programmés avec de l'utilisation de temps médical dont on considère que c'est peut-être pas la meilleure utilisation qu'on peut en faire. Si on rentre un peu dans le dur des sujets, est-ce qu'il faut du coup changer des éléments de réglementation? Je dis de manière un peu au hasard un certain nombre de choses comme autoriser des rémunérations salariales à l'activité qui seraient des palliatifs à ce que vous décriviez sur les difficultés des libéraux à gérer tout l'administratif qui va derrière, la compta, les impôts, l'alias fiscal, enfin voilà. Est-ce qu'il faut obliger à l'exercice coordonné, le cas échéant avec des IPA en modulant la facturation, en modulant les tarifs s'il n'y a pas d'IPA dans la MSP? Est-ce qu'il faut bouger sur les compétences des paramédicaux pour organiser ce que vous disiez, une organisation différente de la médecine libérale? Est-ce qu'il faut rendre obligatoire le dispositif médecin solidaire qui consiste à donner du temps médical dans certaines zones sous-denses avec l'expérience passée qui n'était pas exactement la même mais qui a quand même suscité des réactions très très fortes des représentants? Est-ce qu'il faut casser, comme vous disiez, les sujets type départementalisation de l'installation, inscription à ordre tout court? Je pose les questions de manière volontairement un peu provocatrice. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais passer à la proposition, c'est toujours plus compliqué. Qu'est-ce que vous en pensez de tous ces leviers d'action ou toutes ces directions possibles? Non, je regarde tout le monde. Non, moi je pense que toutes ces propositions, elles sont malheureusement nécessaires parce qu'on n'a pas. S'il y avait une solution toute trouvée, ça serait. Bah, on aurait déjà. Voilà, donc on a beau avoir des moins bonnes solutions, des meilleures solutions, bah, c'est sûr que je pense qu'elles sont toutes complémentaires pour qu'aujourd'hui, avec ce qu'on nous offre, on puisse faire le mieux possible. Et voilà, aux urgences, par exemple, nous, bon, on reçoit pas mal de gens qui ont maintenant qui ont plus de suivi. Les patients sont plus lourds. Bon, ben, on les prend en charge quand même.
peut-être pas comme avant. Les médecins généralistes sont débordés, ils font aussi ce qu'ils peuvent, et puis ils peuvent pas toujours recevoir, y compris tous leurs patients. Les systèmes de cabinets non programmés, ils accueillent autant de patients qu'ils peuvent, et puis ils répondent aussi à une offre qui les patients n'ont plus de médecins, donc ils sont nécessaires également. Donc on a il y a un idéal et puis il y a la pratique. Je pense que c'est pour l'instant l'humanité s'en sort pas trop mal. Et que moi juste pour sur la litanie de mesures possibles, moi je suis assez d'accord. Je pense qu'il y a vraiment deux éléments majeurs. Il y a le tube de 10 ans qu'on a jusqu'à 2040, où le Conseil national de l'ordre, dans une prédiction utopique, nous dit qu'en 2040 on aura trop de médecins. Tant mieux pour les patients, mais en tout cas, on a un tube de 10-15 ans sur lequel il y a une nécessité de réponse politique. Enfin, on a les réponses de moyen long terme, les IPA, l'augmentation du nombre de médecins formés, tout ça va porter son fruit, c'est sûr. Mais on a 10-15 ans de sinistres gravissimes, et je pense que la seule solution, c'est le temps partagé. Alors, qu'il soit avec Médecins Solidaires ou avec d'autres initiatives. Il y a par exemple à Paris et bientôt dans l'Isère des centres de santé qui s'appellent les centres de santé Odon-Vallée, où ce sont des spécialistes qui se relaient. Après, ils sont praticiens universitaires, professeurs universitaires, praticiens hospitaliers. Ils vont donner un peu de leur temps, et ça marche très bien. Il y a à Albi des médecins retraités qui se sont mis en temps partagé spontané dans un centre porté par le centre hospitalier. À Carcassonne, quelque chose de similaire. Il y a une émergence du terrain de médecins qui disent mais nous, on a envie de contribuer, et ça rencontre un besoin, sauf qu'il n'y a pas l'articulation politique au milieu. Donc il y a des acteurs un peu maladroits comme nous, associatifs, avec nos petits bras, qui essayons de bricoler des choses et de lutter contre la difficulté administrative. Oui, je rebondis juste avant de continuer le tour de table. On entend beaucoup, nous on a beaucoup eu les remontées dans le groupe de travail, aussi des complexités sur les remplacements, les conventions pardon, j'ai pas le terme exact, mais de reversement d'honoraires quand on va exercer dans un autre département, parce que tout est très cloisonné. C'est vrai que c'est des choses qui sont beaucoup revenues. Docteur Travers, peut-être sur ces sujets-là. Alors après, je suis aussi conseillère ordinale. Donc c'est vrai que j'aime bien l'attaque concernant le Conseil de l'ordre. Oh, dommage. Formidable. C'est le lieu du débat et de la discussion. Je ne vois pas en plus ce qui déclenche une telle... pas une agressivité, mais enfin quelque chose d'un petit peu concernant le Conseil de l'ordre, parce que malgré tout, il faut aussi des instances qui surveillent les pratiques, qui surveillent les déplacements parfois un peu curieux de certains confrères qui naviguent d'une région à l'autre. Et des fois, ça cache des choses pas forcément très claires. Donc, c'est vrai que c'est quand même bien d'avoir quelqu'un qui va surveiller d'un département à l'autre ce qui se passe, les pratiques, parce que malgré tout... parce qu'on est médecin, qu'on a toujours des pratiques formidables. Non, mais juste sur ça, moi je suis complètement d'accord. Il faut pas être faut tout casser. Mais aujourd'hui, je suis désolé de mon expérience dans notre association et le déploiement qu'on a eu dans 13 départements. Les seules résistances qu'on a eues, c'était des résistances ordinales, et qui étaient des résistances très inadaptées. C'est-à-dire avec des non-compréhensions du droit, et en fait des gens, mais c'est probablement pas le cas en Saône-et-Loire, je ne connais pas, mais en tout cas, quasi systématiquement, des gens qui ne sont pas au niveau et à qui on donne des missions qu'ils ne sont pas capables de respecter. Et en fait, ça traduit une incohérence entre le besoin et l'organisation. Avoir une protection des pratiques, évidemment. Avoir des conseils départementaux de l'ordre des médecins où il faut aller embrasser la bague du président du conseil de l'ordre pour s'installer, attendre qu'il y ait une commission ordinale pour dire oui, vous avez le droit de vous installer, etc. Aujourd'hui, c'est lunaire. Peut-être pour recadrer un peu le débat sur les autres sujets. Oh, mais j'y vais un petit peu fort. Voilà.
je pense qu'on résoudra pas la question ici, mais du coup sur les autres sujets, notamment, je l'ai pas dit comme ça, mais de régulation de l'installation aussi, puisque c'est arrivé sur certaines professions. Est-ce que pour vous, c'est des choses jusqu'auxquelles il faut aller? Alors là, pour le coup, je vais pas me faire des amis, mais moi, je suis effectivement pour l'instauration de quorum d'installation et je trouve, en tout cas, alors pas forcément pour les spécialités, mais en tout cas pour la médecine générale, le fait du passage en examen classants nationaux nous a fait beaucoup de tort. Pour le coup, j'ai reçu dernièrement des internes qui venaient d'horizons variés, mais surtout assez lointains. Une de la Guadeloupe, 3 de Marseille. Et alors, comment vous dire que la Bourgogne, c'est beau, mais que c'est quand même compliqué de se battre pour les installer après dans la région, faire en sorte qu'ils restent, surtout qu'on a quand même des étudiants qui terminent leurs études à 29-30 ans. Généralement, ils ont une vie que souvent ils ont laissée dans leur région d'origine et fatalement, ils repartent. Donc c'est vrai que les obligés, ils ont été formés en Bourgogne, ils restent en Bourgogne, au moins quelques années. Je pense que c'est quand même pas abusé que de demander une installation territoriale réglementée. Madame la directrice générale là-dessus. Je voulais juste donner, enfin, il y a des choses sur lesquelles je ne me prononcerai pas parce que j'ai un devoir de réserve que vous comprendrez aisément. Tout à fait. Mais en tout cas, juste peut-être donner des éléments qui vont dans le sens que vous dites sur la particularité de la région. En médecine, sur la partie Bourgogne, on a 30% de taux de fuite. Donc en fait, on a 30% des médecins qu'on forme en Bourgogne qui quittent la région. C'est 15% sur l'Hémi-région Franche-Comté. C'est moins. Moi-même, je suis franc-comtoise, je l'avoue. Je suis revenue dans ma région. Donc, enfin voilà, il y a débat sur pourquoi on observe ces disparités entre les deux émi-régions, en tout cas. Voilà, mais il y a quand même des territoires où les jeunes font le choix d'aller et pas. Enfin, je veux dire, la l'INSEE, les dernières données qui sont sorties de l'INSEE, voilà. Enfin, on disait, on est la seule région qui perd des habitants. Je veux dire, enfin, il y a une réalité, en tout cas, quand même de choix de vie ou pas qui se font. Et dans certaines zones de la région, moi, j'ai des vraies interrogations sur en tout cas les projections à 10-20 ans. Il va falloir qu'on soit vraiment innovant sur ce qu'on propose. Ce sens. Peut-être de l'autre côté de la table ronde sur les problématiques de réglementation ou de cadre peut-être à assouplir. Est-ce que vous avez une position sur ces sujets, sur la liberté d'installation aussi, parce que c'est quand même un débat sur lequel c'est difficile de ne pas poser la question dans le contexte. Sur le fait d'imposer l'installation, moi je suis très dubitatif sur cette proposition, parce que je vous parlais justement de souplesse. Je suis pas sûr que ça soit aujourd'hui, dans l'époque où nous sommes, un facteur déterminant pour avoir plus d'installations dans un territoire. Mais enfin, si on veut continuer, si on veut justement se poser, je pense qu'il faut faire, pour le coup, un terme qui vous est cher, un vrai diagnostic, finalement, sur la motivation, l'attractivité de ce métier, pour apporter en face des réponses. Obliger les gens à s'installer sur un secteur, moi, j'y suis, enfin moi, de mon regard d'élu local, j'y suis pas favorable, parce que je ne pense pas que ça apportera une réponse positive. Loin de là pour moi. Mais bon, après, on s'adapte. Mais voilà, est-ce que c'est pas l'occasion justement de décourager encore un peu plus bien d'aller sur un métier où finalement, bah non, mais en plus, voilà, j'ai envie de m'installer en endroit, j'ai pas le droit. Enfin voilà, je suis pas sûr que ça soit une réponse.
J'y suis pas favorable en tout cas. Oui, j'allais y venir. Vous pouvez peut-être juste, monsieur, juste pour la salle, dire qui vous êtes et poser la question. Hervé Maréchal, médecin en gériatrie. Donc, vous nous avez dit que d'ici 2040, il y aurait plein de médecins. Alors, si ça vient de nos hauts seigneurs qui ont imaginé ça, il faut leur faire confiance parce que pour ce qui concerne l'examen classant validant, ça a été poursuivi avec obstination depuis 1983 et la plupart d'entre vous n'étaient pas encore nés. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Adrien Mélis, je suis médecin oncologue à l'Hôtel-Dieu du Creusot. Je suis assez surpris qu'on puisse parler de santé juste en parlant d'individus et en disant on va mettre des médecins parce qu'il y a un manque de médecins et ça résoudra un problème qui est probablement différent aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est même pas les attentes des patients, c'est sur quelle typologie de patients on a des problématiques qui nous demandent du temps, qui nous demandent une prise en charge qui est bien différente en fonction des disciplines. C'est-à-dire qu'on ne peut pas adapter de la médecine comme un ophtalmo le ferait parce qu'il a besoin de personne d'autre que lui-même pour gérer une problématique médicale. L'exemple du docteur Marty qui dit que finalement dans l'établissement et en particulier aux urgences, ce qui marche, c'est le compagnonnage, l'entraide et finalement les réseaux qu'on peut avoir entre nous pour répondre à une problématique de plus en plus complexe parce que le malade il est de plus en plus âgé, de plus en plus fragile. Enfin, moi, en tant que cancérologue, je passe avec les équipes qu'on a pu me donner un temps très conséquent pour faire appel à d'autres confrères. Et que si on ne raisonne pas en termes de parcours patient, on peut mettre autant de docteurs qu'on veut. Alors bien sûr, il y a les patients qui ont un problème unique. Si on prend des exemples simples de traumatologie, où on voit l'orthopédiste et ça s'arrête là. Et ça, c'est quand on a 25 ans. Quand on a 90 ans et qu'on a le même problème, bizarrement, on va avoir besoin du cardiologue, du gériatre, du kiné, de l'assistante sociale. Et on ne peut pas soigner des patients juste en mettant, j'allais dire, des pions comme dans un jeu d'échecs. Chacun a une valeur particulière, mais s'il n'y a pas de règles du jeu et s'il n'y a pas de relation entre les professionnels de santé, et j'entends de manière transversale, que ce soit la ville, l'hôpital, interspécialité, les centres hospitaliers de référence ou de recours et les centres locaux qui accueillent des typologies de patients bien différents. Nous, on fait de la médecine oncologique pour ce qui me concerne, et qui est nettement plus complexe que ce que j'ai pu vivre en tant que médecin dans des centres hospitaliers de recours. On a des personnes dépendantes, on a des personnes qui sont éloignées, on a des personnes polypathologiques. Et si le cardiologue il n'est pas au bout du couloir, le chirurgien digestif, l'orthopédiste ou l'assistante sociale, ils ne sont pas au bout de la rue, ou si le médecin généraliste il n'a pas notre numéro de téléphone, on soigne personne. Et que si on ne parle pas de parcours, on ne parle pas de soins. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on a juste besoin de remplir des cases d'un manque médical. Et en fait, on a surtout besoin de créer des parcours et des points de rencontre entre professionnels et avec les patients. C'est vrai pour les EHPAD, c'est vrai dans tellement de disciplines. Enfin, moi, je m'occupe un petit peu d'ambulatoire et de manière, on va dire, imparfaite. On reçoit des patients pour des transfusions qui sortent d'EHPAD et qui n'ont pas vu leur médecin traitant parce qu'ils n'en ont plus. Et en fait, il y a une biologie qui est tombée de nulle part et on se retrouve avec un patient polypathologique. Et ça prend un temps conséquent. Ces patients, ils ont besoin de soins, mais ce n'est pas un manque de docteurs à ce moment-là. C'est un manque de suivi, c'est un manque de médecine normale. Et qu'on ne peut pas parler de démographie médicale sans parler de coopération interhumaine. Merci beaucoup de ces interventions. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Allez-y. Docteur Badila, gériatre à l'hôpital. Ma question, c'est plus à la directrice de l'ARS. Vous avez parlé de la téléexpertise. Moi, en tant que gériatre, ça pourrait m'intéresser avec les EHPAD au Creusot. Sauf que c'est le désert dans les EHPAD. J'ai des IPA. Est-ce que les IPA pourraient rentrer dans ce dispositif? Pourquoi pas? Je retranscris au micro.
Je me retourne vers mon directeur général. je pense qu'il y a quelque chose à faire. Qui prend le point bien volontiers. Merci pour la question. Non, pourquoi pas? Je pense qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse à toutes les solutions. Je fais un autre parallèle où on est en train de travailler dans la région avec les acteurs sur le sujet de la psychiatrie. Psychiatrie qui est une profession tendue un peu partout, dans la région encore plus qu'ailleurs, comme sur beaucoup d'indicateurs. Et on a quand même au sein même de la région des disparités là, on a un département entier dans lequel, là, dans quelques mois, il n'y aura plus que 9 psychiatres pour 300 000 habitants. Et donc, en fait, on est en train de travailler à structurer une réponse régionale, justement, pour qu'en fait, il puisse y avoir peut-être les établissements de la région où il y a encore qui sont moins en tension, qu'en tout cas, on puisse avoir des solutions en coopération avec les acteurs qui sont présents encore sur le territoire. Donc, ça passera par du médecin-médecin ou par de la coopération entre médecins, mais ça doit forcément aussi passer par des coopérations avec des professionnels paramédicaux. Voilà, donc on est en train de le travailler au niveau régional, puisque ça suppose aussi de réfléchir comment on valorise éventuellement financièrement cette coopération, comment on finance des équipements, etc. C'est un bel exemple. Chers amis, on arrive au terme du temps qui est imparti. On l'a même assez largement dépassé, je crois. Forcément, les questions sont passionnantes. Peut-être pour conclure, j'ai une dernière question à réponse rapide. On voit que la question est beaucoup tournée autour de la répartition territoriale, des parcours, de l'encadrement de l'installation ou pas, etc., du compagnonnage, de la fidélisation. Il y a une question que je me pose. Est-ce que dans la formation, et vous en parliez avec le programme Hippocrate, c'est ça, on n'aurait pas un sujet de sourcer les étudiants en médecine, alors c'est du long terme, mais avec une forme de régulation aussi justement de l'origine des étudiants, comme ça a pu être fait sur d'autres sujets avec beaucoup de débats politiques, parce que c'est pas la culture jacobine française, mais de dire que les médecins qui restent sur les territoires, et nous on le voit beaucoup dans les hôpitaux du groupe SES qui sont dans des territoires compliqués, c'est ceux qui viennent du territoire, et que de ce point de vue-là, il faut embrasser ce constat-là et faciliter l'accès aux études de médecine pour les étudiants issus des territoires où on manque de médecins. Je fais tourner le micro. C'est pour ça que je suis candidat auprès de l'ARS pour développer non pas une année, la première année, mais au moins le premier cycle, 3 ans. Non, mais je rejoins tout à fait ça, parce que c'est vrai que quand on voit dans les recrutements et les médecins qu'on peut avoir, c'est des médecins qui viennent régulièrement du territoire. Donc oui, pour moi, oui, c'est important. Ça, c'est documenté, en fait. Enfin, j'ai envie de dire, votre sentiment, en fait, il est documenté que le meilleur investissement, en tout cas en termes de mesures d'efficience pour que les personnes s'installent, c'est d'investir, entre guillemets, sur les personnes qui en sont originaires. Après, il y a la mesure de première année de médecine délocalisée qui est développée dans tous les départements de la Bourgogne, pour le coup. Donc effectivement, avec là le succès annoncé de l'antenne de Châlons, mais il y a en tout cas une antenne de première année de médecine à Nevers depuis plusieurs années qui marche bien, avec des taux de réussite qui sont même supérieurs désormais à ceux de Dijon. Il y en a une à Auxerre aussi depuis plusieurs années. Donc en tout cas sur la partie Bourgogne, c'est intégralement couvert. Voilà. Franche-Comté, c'est plus compliqué, mais on va y arriver. Après, je suis effectivement d'accord que le meilleur moyen de retrouver nos jeunes, c'est qu'ils soient formés au plus près du territoire. Après, effectivement, la problématique, c'est la structure actuelle des études de médecine, où effectivement, d'accord, ils sont en local initialement, mais après, il y a ces examens nationaux classants où ils partent découvrir d'autres territoires. Donc pour les nôtres, ils partent des fois ailleurs. Ils n'ont pas forcément la volonté de rester en Bourgogne, et après, ils ne reviennent pas forcément. Et inversement, on accueille
des étudiants qui viennent d'autres horizons et qui n'ont pas forcément la volonté de rester. Donc après, c'est vrai que c'est une restructuration entière des études de médecine qu'il faut envisager pour effectivement, éventuellement les garder, enfin, défaire ce qui a été fait auparavant, puisqu'on les a amenés à partir plus loin que leur territoire natif. Et maintenant, il faudrait les ramener à faire leurs études entières dans leur territoire natif pour espérer qu'ils y restent. Donc, c'était comme ça avant, ça n'est plus comme ça. Moi, je retiendrai plutôt l'attractivité. C'est-à-dire qu'on a eu la chance de recruter Herman, donc, qui vient de Paris, donc le docteur Hua qui vient aussi d'arriver de la région parisienne. Bon, pour des spécialistes, hein, mais donner la chance aux jeunes et puis même à d'autres médecins de venir travailler avec nous et de voir comment est l'activité chez nous. Bon, voilà, il y a le climat, l'herbe en Normandie ou dans le sud, mais voilà, de voir comment on fonctionne et de développer l'attractivité. Ben voilà, en effet, chacun de notre côté, je pense que c'est plutôt ça qui compte, parce qu'en effet, voilà, moi je suis parti à Dijon. Je pensais pas forcément me installer au Creusot, bien qu'en effet, je l'ai fait. C'est plutôt les conditions de travail, l'attractivité du site qui font que je suis là aujourd'hui, et plus que de vouloir être resté juste à côté de chez moi. Il m'appartient d'avoir peut-être le dernier mot. C'est une réponse rapide quand même. D'abord, ça a été démontré scientifiquement dans la revue de la littérature internationale que le plus grand facteur d'installation, c'était effectivement la proximité géographique de naissance. Je pense que ce serait dangereux de voir comme quelque chose de négatif la mobilité durant les études de médecine, c'est-à-dire d'essayer de faire de la rétention et de se dire « Ouh là là, faut surtout pas qu'ils aillent découvrir d'autres territoires, sinon ils risquent de tomber amoureux d'autres territoires ». Je pense qu'on est dans un monde qui est quand même très ouvert, très mondialisé, et beaucoup d'étudiants en médecine souffrent justement de rester trop figés dans ces études-là. Par contre, s'il y a des médecins qui quittent la Bourgogne, c'est pas pour autant qu'il y en a pas qui viennent aussi d'autres territoires en Bourgogne. Vous avez peut-être 30% de suite, mais vous avez peut-être 40%, je suis pas sûr, d'importation. En tout cas, moi, je viens du Limousin, qui est un territoire qui est pas reconnu pour son attractivité non plus. Donc, la Bourgogne, je la cite souvent comme étant un des territoires de ruralité croissante dans une certaine partie. Vous avez quand même une viticulture qui est un poumon économique, à mon avis, majeur, qu'il n'y a pas dans d'autres territoires. Il y a plein de territoires qui n'ont pas ces avantages-là. Et je pense que ce serait du coup quelque chose d'assez pertinent. Néanmoins, on va pas se raconter d'histoire. Le temps que ce soit mis en place, faudrait 5 ans. Le temps que ça produise son premier effet, faudrait 15 ans. Donc, c'est quelque chose qui produira peut-être un effet dans 20 ans. Et dans 20 ans, comme on le remarquait justement et monsieur le soulignait, voilà, en 2040, hein, c'est des prédictions du Conseil national de l'ordre des médecins. Hein, c'est pas, voilà, donc c'est à prendre avec des pincettes, parce que vous savez quel est mon amour pour. Mais donc on aura trop de médecins en 2040, donc le problème sera résolu. Et on pourra faire des parcours patients magnifiques, puisque les médecins feront plein de projets ensemble dans les CPTS, et ce sera merveilleux. Eh ben, écoutez, je vous propose qu'on applaudisse bien fort nos participants. Merci infiniment pour ces réponses franches sur des questions qui se voulaient aussi franches, parce que je pense que le débat les mérite. C'est très inspirant pour nous, pour notre réflexion au sein du Cercle Asclepios et dans ce qu'on racontera dans nos propositions, dont on ne manquera pas de vous tenir informés, avec une note sur les sujets RH qui devrait sortir dans le courant du mois, sous le contrôle de Franck. Merci beaucoup, bonne soirée à tout le monde et merci à tous d'être venus. Et il y a un buffet, bien sûr. Je vous invite à en profiter.